Val sombre s'éveillait sous un ciel de plomb, une bruine fine et tenace s'accrochant aux toits d'ardoise et aux pavés usés. Nichée au creux d'une vallée alpine, la ville aurait dû respirer la quiétude des montagnes, mais l'air y était lourd, vicié par une peur qui ne disait pas son nom. Les vitrines des commerces, autrefois animées, n'offraient plus que des reflets poussiéreux et des écriteaux à vendre jaunis par le temps. Au crépuscule, les rues se vidaient avec une rapidité anormale. Les portes se verrouillaient et les rideaux se tiraient, laissant la place à un silence pesant, seulement troublé par le murmure du vent dans les sapins. Le commissariat, un bâtiment de pierre grise qui dominait la place centrale, n'était plus un symbole de protection, mais le monument d'une impuissance collective. C était une ville qui avait appris à se taire, où chaque regard échangé était une question sans réponse, un avertissement muet. C'est dans ce décor figé qu'une berline sombre, aux lignes épurées et à la plaque parisienne, fendit le silence de la matinée. Elle se gara avec une précision chirurgicale devant le commissariat, contrastant brutalement avec les véhicules utilitaires fatigués des habitants. La portière s'ouvrit et Élise Mercier en sortit. À 35 ans, elle portait son tailleur anthracite comme une armure. Sa posture droite et son chignon strict, ne laissant rien paraître de la jeune fille qui avait fui cette ville des années plus tôt. Son regard analytique balaya la place, notant les volets clos, l'absence d'enfant, le visage fermé d'un vieil homme qui la dévisagea avant de presser le pas. Pour eux, elle n'était pas l'enfant du pays, mais une étrangère, une représentante d'un pouvoir lointain et indifférent qui venait remuer des cendres qu'ils préféraient croire éteintes. L'intérieur du commissariat sentait le café froid et le renoncement. Derrière un comptoir en formica, un brigadier-chef bedonnant leva à peine les yeux de son journal. Il la reconnut aussitôt, un rictus à peine dissimulé étirant ses lèvres. C était le brigadier-chef Roche, un ancien collègue de son père. Élise présenta son ordre de mission, la froideur officielle de sa voix tranchant avec l'atmosphère stagnante du lieu. Roche prit le document, le parcourut d'un air las, puis le laissa tomber sur le bureau. Il se renversa sur sa chaise, le grincement du meuble remplissant le silence. « L'affaire Mercier, vous perdez votre temps, commandant. Ici, on n'aime pas déterrer les morts, surtout quand ils ont cherché les ennuis. » Le mépris dans sa voix était une claque invisible, une humiliation calculée pour la renvoyer à sa place d'intruse. La phrase de Roche flotta dans l'air, chargée de tout le poids des années de silence et de compromission. Élise sentit une vague de froid la parcourir, la colère et la douleur se mêlant en un nœud serré dans sa gorge. C était plus qu'une simple obstruction administrative. C était une profanation de la mémoire de son père, une insulte à l'uniforme qu'il avait honoré jusqu'à son dernier souffle. Pourtant, son visage resta impassible, un masque de contrôle parfait. Elle ne scia pas. Ses doigts se resserrèrent imperceptiblement sur la poignée de son porte-document. Elle se contenta de fixer Roche, son silence devenant plus lourd, plus accusateur que n'importe quel cri. C'est à cet instant précis, face à ce mur de dédain, que sa mission cessa d'être professionnelle. La justice pour son père n'était plus une option, c'est était devenu une promesse. Élise quitta le commissariat sans un mot de plus, le mépris de Roche résonnant encore dans ses oreilles. Elle marcha à travers la place déserte, le crachin s'infiltrant dans le col de son manteau, mais elle ne le sentait pas. La froideur qu'elle éprouvait venait de l'intérieur, une glace ancienne qui se reformait autour de son cœur. Elle avait anticipé la résistance, la bureaucratie, l'inertie d'une petite ville fatiguée, mais elle n'avait pas prévu cette hostilité crasse, cette volonté délibérée d'enterrer non seulement un dossier, mais la mémoire même d'un homme bon. Son plan initial, s'appuyer sur les forces locales, venait de voler en éclats. Elle était seule, une étrangère dans la ville qu'il avait vue naître. Il lui fallait un autre chemin, une autre porte d'entrée, une qui ne soit pas gardée par les fantômes du passé et leurs complices du présent. En remontant dans sa voiture, elle ne mit pas le contact tout de suite. Elle observa les façades grises, les fenêtres closes comme des paupières baissées sur un secret honteux. Chaque ruelle, chaque enseigne délavée lui racontait une histoire.
un fragment de son enfance. Elle se revit courant sur ses pavés, la main dans celle de son père, un géant en uniforme qui lui expliquait que leur rôle était de protéger les gens, de s'assurer que personne n'ait jamais peur. Quelle amère ironie! La peur était désormais la seule chose qui semblait prospérer ici. Cette ville-haine était plus la sienne. C était un lieu de deuil. Un labyrinthe de souvenirs douloureux où elle devait retrouver son chemin, non pas en tant que commandant Mercier de la police judiciaire, mais en tant que la fille de Joseph, l'orpheline revenue réclamer justice. Son seul espoir résidait dans un nom griffonné sur un vieux carnet, Alain Dubois. Un journaliste à la retraite, le meilleur ami de son père. Elle trouva sa maison à la périphérie de la ville, une bâtisse envahie par le lierre, dont les volets semblaient n'avoir pas été ouverts depuis des années. La peinture S écaillait, le jardin était retourné à l'état sauvage. C était la demeure d'un homme qui, S, était barricadé contre le monde. Élise frappa à la porte, le son mat se perdant dans le silence ambiant. Après une longue attente, la porte s'entrebâilla, ne laissant apparaître qu'un œil méfiant et une chaîne de sûreté tendue. L'homme qui se tenait derrière était voûté, sa peau parcheminée et ses mains tremblantes. Il incarnait la mémoire effrayée de Val sombre, un gardien terrifié de vérités trop lourdes à porter. « Monsieur Dubois, je suis Élise Mercier. » Le nom sembla le frapper comme une décharge électrique. Son regard élargi, mêlant la surprise, la peur et une lueur de tristesse infinie. Il hésita, sa main crispée sur le battant de la porte. Pour lui, elle n'était pas une alliée, mais un danger. Une pierre jetée dans la mare stagnante de sa survie. Il avait passé des années à se faire oublier, à devenir invisible pour ceux qui avaient réduit son ami au silence. La voir sur son seuil, avec les mêmes yeux déterminés que Joseph, était comme voir un fantôme venir réclamer une dette impossible à payer. Il murmura que ceci était une erreur, qu'il ne pouvait rien pour elle, que le passé devait rester mort et enterré. La peur dans sa voix était si épaisse qu'elle en devenait presque tangible. Élise ne brandit ni son insigne, ni son autorité. Elle puisa dans ses souvenirs, dans la seule chose que la corruption ne pouvait pas souiller. Mon père disait toujours que votre café était imbuvable, mais que vos conversations valaient la peine de le boire. Un éclair de lumière traversa les yeux fatigués du vieil homme. Était une de leurs plaisanteries, un détail intime, un code entre amis. Lentement, presque à contre-cœur, le bruit de la chaîne qu'on retire brisa le sortilège. La porte s'ouvrit complètement, l'invitant à entrer dans un sanctuaire de papier et de poussière. Des piles de journaux et de dossiers élevaient jusqu'au plafond, un mausolée dédié à une vérité que personne ne voulait plus lire. Il ne lui offrit pas de siège, se contentant de la fixer, attendant de comprendre si elle était une menace ou la rédemption qu'il n'osait plus espérer. Sans un mot, il la guida à travers le labyrinthe de sa maison jusqu'à une porte dissimulée derrière une bibliothèque. Il tourna une vieille clé dans la serrure et l'entraîna dans une cave fraîche et humide. L'air sentait la terre et le papier ancien. Sur une table en bois brut, protégée par une toile cirée, reposait une seule boîte en métal. Alain Dubois l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, un unique carnet relié en cuir noir. Joseph savait qu'il viendrait pour lui, dit-il d'une voix rauque. Il m'a confié ceci la veille de sa mort. Il m'a dit de ne le donner qu'à une seule personne, celle qui aurait le courage de revenir. J'ai attendu, Élise. J'ai attendu si longtemps en espérant que vous ne viendriez jamais pour votre propre sécurité. Il lui tendit le journal. L'objet était lourd dans ses mains, pas seulement de son poids physique, mais du poids des années, des secrets et du sacrifice d'un père. Elle l'ouvrit avec une précaution presque religieuse. Les pages étaient remplies de « L », écriture serrée et précise de Joseph, des notes sur des transactions, des noms, des lieux. Mais c'est la dernière page qui lui vola son souffle. L'encre était légèrement bavée, comme si elle avait été écrite dans la précipitation, ou peut-être par une main qui tremblait. Ce N n'était pas un rapport de police, mais un message, une dernière volonté adressée directement à elle. Chaque mot était une braise ravivant le feu de sa détermination, un testament qui transcendait la mort et le temps pour lui parvenir aujourd'hui.
Elle lut la phrase. Encore et encore, les mots s'imprimant dans son esprit. Il croit que la peur peut tout acheter, mais le courage, ma fille, est la seule chose qui n'a pas de prix. Ne les laisse pas gagner. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des années montèrent enfin, brouillant sa vue. La carapace de la commandant de police se fissura, laissant apparaître la jeune fille qui avait perdu son héros. Ce N était plus une affaire classée, un dossier froid. C était une conversation interrompue, une promesse murmurée à travers les âges. La voix de son père, si longtemps silencieuse, lui parlait depuis la tombe, non pas pour réclamer vengeance, mais pour lui rappeler qui elle était et ce pourquoi il était battu jusqu'au bout. C'est pour des moments comme celui-ci, où la lecture de quelques mots peut redéfinir une existence entière, que des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées. Si vous pensez aussi que le courage est la seule chose qui n'a pas de prix, alors abonnez-vous pour nous aider à continuer de partager ces récits qui redonnent espoir. Élise releva la tête, ses yeux brillants d'une nouvelle résolution. Elle regarda Alain Dubois, qui l'observait avec une compassion silencieuse. À cet instant, elle comprit qu'elle ne pouvait pas mener ce combat avec les méthodes de Paris, avec la force brute d'un système qui avait déjà échoué. Elle avait besoin de l'âme de cette ville, de sa mémoire, de sa conscience. Elle avait besoin de cet homme. « Je ne travaillerai pas depuis le commissariat », déclara-t-elle, sa voix ferme malgré l'émotion qu'il étranglait. « Ils sont compromis, ou au mieux, inutiles. Ma base d'opération, ce sera ici, avec vous, si vous l'acceptez. » C était plus qu'une simple requête. C était un pacte, une alliance entre la force de la loi qu'elle représentait et la vérité fragile que Dubois avait protégée. Pour la première fois depuis son arrivée, un véritable, quoique timide, sourire se dessina sur les lèvres du vieil homme. En acceptant, il ne faisait pas que l'aider. Il sortait de sa propre prison de peur, rallumant une flamme qu'il croyait éteinte depuis longtemps. La maison cessa d'être un tombeau pour devenir le quartier général d'une guerre silencieuse. Les jours suivants se transformèrent en une immersion totale dans le passé. Assis à la grande table de la cuisine, entouré de tasses de café désormais bien meilleures, ils déchiffraient ensemble les notes codées du journal. Alain Dubois était la clé, sa connaissance intime de la ville et de ses habitants permettant de donner un visage aux initiales et un sens aux lieux mentionnés. Chaque page tournée révélait une couche plus profonde de la corruption qui rongeait Valsombre. Il n'était pas seulement question du meurtre de son père, mais d'un réseau d'extorsion, de trafic et de disparition qui tenait toute la population en otage. Il découvrait les histoires des commerçants ruinés, des familles menacées, des vies brisées dans l'indifférence générale. La mission d'Élise changea de nature. Elle n'était plus là pour venger un homme, mais pour en libérer des milliers. Elle se battait désormais pour le boulanger du coin, pour la mère qui avait peur de laisser ses enfants jouer dehors, pour tous ceux que son père avait juré de protéger. Cependant, à mesure qu'il se rapprochait de la vérité, l'ombre qui planait sur la ville commençait à réagir. Un soir, en rentrant d'un repérage discret, Élise trouva le pneu de sa voiture lacéré. Le lendemain, une pierre brisa l'une des fenêtres du salon de Dubois, enveloppée dans un papier sur lequel était écrit un seul mot : « Partez ». La menace N était plus une abstraction. Elle était là, concrète, les observant depuis les ténèbres, prête à tout pour que les secrets de Valsombre restent à jamais enfouis. Le plan était audacieux, presque suicidaire. Basé sur un fragment d'information du journal et une surveillance discrète, Élise avait identifié le lieu et l'heure d'une transaction majeure qui constituait la pierre angulaire de l'empire criminel de Valsombre. L'entrepôt abandonné se dressait à la lisière de la forêt, une carcasse de métal rouillé sous une lune blafarde. L'air était glacial, chargé d'une tension palpable. Accompagnée d'une petite équipe d'officiers de confiance qu'elle avait fait venir de Paris, elle se déplaçait dans l'ombre avec une précision de prédateur. Chaque craquement de branches, chaque murmure du vent semblait amplifier le battement de son propre cœur. Elle n'était plus seulement commandant. Elle était la fille de Joseph,
marchant vers l'épilogue d'une histoire commencée des années plus tôt dans le sang et les larmes, prête à affronter le fantôme qui hantait ses nuits. L'assaut fut d'une rapidité et d'une efficacité chirurgicale, et l'équipe neutralisa les gardes extérieurs sans un bruit, se faufilant à l'intérieur du vaste hangar où l'odeur de la poussière et de l'huile de moteur se mêlait à celle, plus âcre, de la peur. Au centre, sous la lumière crue d'une unique ampoule, se tenait l'homme. Il n'avait pas le visage d'un monstre, mais celui d'un notable charismatique, ses cheveux poivre et sel impeccablement coiffés et son costume coûteux contrastant avec la saleté des lieux. Au moment où Élise entra dans le cercle de lumière, son arme pointée, leurs regards se croisèrent. Elle le reconnut instantanément, pas d'après une photo de dossier, mais d'après la mémoire gravée au fer rouge d'une enfant de 10 ans. Était lui, l'homme qui avait souri à son père quelques heures avant de l'assassiner. Il ne montra aucune panique, seulement une lueur d'amusement dans ses yeux froids. « Commandant Mercier », dit-il d'une voix calme et mielleuse, comme s'ils se rencontraient lors d'un cocktail mondain. « Je dois avouer que vous êtes plus tenace que votre père. Était un brave homme, Joseph, un idéaliste. Mais les idéalistes finissent toujours par se heurter à la réalité. » Il fit un pas en avant, les mains légèrement écartées en signe de fausse reddition. « Vous avez gagné cette manche, mais cette ville m'appartient. Tout le monde ici a un prix. Dites-moi le vôtre. Un poste plus élevé, de l'argent. Nommez-le. Et nous pourrons oublier cette nuit désagréable. Ne faites pas la même erreur que lui. Sa prétendue intégrité ne lui a rien rapporté. » Les mots étaient du venin, conçus pour la souiller, pour la rabaisser à son niveau de cynisme et de corruption. Une vague de haine brûlante monta en Élise, la tentation de presser la détente, de mettre fin à tout cela dans un acte de vengeance pure et simple. Mais alors, la voix de son père résonna dans son esprit. Non pas celle de ses souvenirs d'enfant, mais celle du journal, calme et pleine de force. La rage se dissipa, remplacée par une clarté glaciale. Elle baissa légèrement son arme, son regard ne quittant jamais le sien. La carapace de la fille endeuillée se brisa pour révéler le véritable héritage de son père. Non pas la douleur, mais la force de ses convictions. Hélène n'était pas venue ici pour la vengeance, mais pour la justice. Mon père a fait une erreur, répondit-elle, sa voix ferme et claire, tranchant le silence de l'entrepôt. Il a cru qu'un homme comme vous pouvait comprendre l'honneur. Vous parlez de prix, mais vous ne connaissez la valeur de rien. Elle fit un signe de tête à ses hommes qui s'avancèrent pour le menotter. Alors qu'ils lui passèrent les fers, elle se pencha vers lui, son visage à quelques centimètres du sien, et lui murmura la phrase qui était devenue son credo. Le bouclier de son âme. Le courage est la seule chose qui n'a pas de prix. Ce haine n'était pas une menace, ni une insulte. Était une sentence. La victoire, n'était pas dans l'arrestation, mais dans ce moment précis où elle prouva que l'héritage de Joseph Mercier était bien vivant, incorruptible. Le retour à Val-Sombre ne fut pas celui d'une conquérante, mais celui d'une libératrice silencieuse. La nouvelle de l'arrestation se répandit d'abord comme une rumeur incrédule, puis comme une vague d'espoir qui balaya la ville. Les volets, si longtemps clos comme des paupières lourdes de sommeil et de peur, commencèrent à se rouvrir un à un, laissant la lumière inonder des pièces qui n'avaient connu que la pénombre. Le soir, les rues ne se vidaient plus. Au contraire, les familles réinvestissaient la place centrale, le rire des enfants remplaçant le silence angoissant qui y régnait. Les commerces, dont les vitrines poussiéreuses témoignaient d'une économie à l'agonie, retirèrent leurs panneaux à vendre pour les remplacer par des ardoises annonçant des réouvertures. Val-Sombre respirait à nouveau, un souffle collectif et profond, exhalant des années de terreur pour inspirer un air neuf, celui de la liberté retrouvée. Paris l'appela, lui offrant les honneurs, une promotion, un retour triomphal à sa carrière prestigieuse. Mais en regardant par la fenêtre de la maison d'Alain Dubois, Élise ne voyait pas une mission accomplie, mais un chantier à peine commencé. Elle voyait les visages des habitants, encore fragiles, qui la saluaient avec une gratitude timide,
et elle comprenait que son combat ne s'achevait pas avec des menottes. Elle refusa poliment l'offre. À la stupéfaction de sa hiérarchie, elle demanda sa mutation définitive à Valsombre, acceptant de diriger le commissariat local. Ce n'était pas une rétrogradation, mais une refondation. Elle passa les semaines suivantes à démanteler l'ancienne garde, à purger les éléments corrompus et à recruter de jeunes agents de la région, leur enseignant que l'insigne qu'ils portaient n'était pas un symbole de pouvoir, mais une promesse de protection faite à leurs propres voisins, à leur propre famille, pour que le sacrifice de son père ne soit jamais oublié, mais qu'il devienne une force constructive. Élise créa la Fondation Capitaine Joseph Mercier. Financée par des dons de la communauté et une partie de son propre héritage, la Fondation avait une double mission: offrir un soutien psychologique et juridique aux familles qui avaient été victimes du réseau criminel pendant des années, et mettre en place des programmes pour les jeunes de la ville, leur offrant des alternatives à la délinquance par le sport et, éducation. Alain Dubois, sorti de sa réclusion pour devenir une voix respectée de la communauté, siégeait au conseil d'administration. Ensemble, ils transformaient la douleur du passé en un investissement pour l'avenir. Le nom de Joseph Mercier N était plus associé à une tragédie, mais à la résilience et à l'espoir d'une ville entière. Des années plus tard, Élise se tenait sur la place de Valsombre, non plus dans son tailleur anthracite de Paris, mais dans l'uniforme familier de la police locale. Le soleil des Alpes illuminait une ville vibrante, où la peur n'était plus qu'un mauvais souvenir. Elle observait un jeune couple pousser une poussette, s'arrêtant pour acheter du pain dans la boulangerie qui avait failli fermer. Elle n'avait pas trouvé la paix dans la vengeance, mais dans la construction patiente de ce quotidien simple et sûr. L'héritage de son père, né, n'était pas dans la mort d'un héros, mais dans la vie qui avait pu refleurir grâce à son courage. C'est en voyant ce genre de victoire, celle de la lumière sur l'ombre, que l'on mesure l'impact d'une seule personne déterminée. Si vous croyez, comme nous, que ces récits sont essentiels pour ne jamais perdre espoir, abonnez-vous pour que nous puissions continuer à porter la voix de ceux qui se battent pour un monde plus juste.